Bien, pour pas prendre trop de retard, je vous propose de commencer. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et tous, et merci de prendre part à ce Blue Day. Donc, aujourd'hui, on va traiter du sujet de l'analyse du cycle de vie des navires. On va notamment se poser la question de comment ces outils-là orientent le choix de conception des bureaux d'études des architectes navals et aussi comment cela fait bousculer ou changer la vie des chantiers navals. Donc, en préambule, je voulais passer quelques messages sur quelques règles assez classiques. Maintenant, on connaît les outils webinaires, je pense, tous et tous, pour que tout se passe bien. Donc, merci de bien vouloir laisser vos micros éteints. Il y a une cartouche question qui se trouve, voilà, j'ai essayé de la représenter ici sur la gauche. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser tout le long du webinaire. Pendant les présentations, il y aura des différentes sessions de questions-réponses après les présentations et un collègue les prendra, les compilera et les posera à chacun des intervenants. Donc la présentation que vous allez voir, les présentations que vous allez voir vont vous être présentées après validation bien sûr des différents intervenants, et sachez également que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Alors, en introduction, quelques mots, même si beaucoup d'entre vous le connaissent, pour présenter le Polmer Bretagne Atlantique. Donc, le Polmer Bretagne Atlantique est une association qui fédère les acteurs de l'économie maritime et qui stimule l'innovation. Donc, aujourd'hui, on compte un peu plus de 380 adhérents. Pour l'essentiel, ce sont des entreprises, notamment près de 60% de PME. L'équipe opérationnelle est répartie sur les deux régions du Grand Ouest que sont la Bretagne et les Pays de la Loire. Le cœur de métier d'un pôle de compétitivité tel que le pôle mer Bretagne Atlantique, c'est bien l'accompagnement de projets collaboratifs d'innovation. Aujourd'hui, on a labellisé près de 430 projets, des projets qui touchent différents secteurs, et je reviendrai sur nos thématiques. On a également quelques projets structurants, et enfin, on labellise également des formations en lien avec l'économie maritime. Et cas un peu plus rare, on a un pôle jumeau dans la famille des pôles de compétitivité qui se trouve sur la facette sud, le pôle mer Méditerranée, sur lequel on partage une gouvernance commune et une feuille de route commune. Donc à propos de cette feuille de route, justement, quelques mots sur nos thématiques. Donc à retenir, c'est qu'on couvre grosso modo l'ensemble de l'économie maritime et on la décline en 6 domaines d'action stratégique. Donc le premier, c'est tout ce qui concerne la défense, la sécurité et la sûreté maritime. Le deuxième, et je reviendrai puisqu'il nous concerne particulièrement aujourd'hui, c'est le naval et le nautisme. On a également toutes les thématiques liées aux ressources énergétiques et minières en mer, les ressources biologiques marines dans lesquelles on va retrouver la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies. Enfin, on a deux autres thématiques, celles qui touchent aux enjeux environnementaux et à la valorisation du littoral, et puis une thématique assez transverse, celle du port, des infrastructures portuaires et de la logistique. Quelques mots sur l'équipe également qui concerne la thématique de naval et nautisme. Donc vous allez les voir aujourd'hui pour la plupart, à part Jean-Yves Pradillon qui n'est pas présent. Donc Franck Pruvot a organisé ce webinaire et animera la table ronde tout à l'heure. Régis se chargera de le compiler, Régis Guillon, de compiler les questions et de les transmettre aux intervenants. Et quant à moi, je fais cette introduction et je passerai les paroles. Donc, pour insister un peu plus sur les axes de notre feuille de route qui touchent au naval et nautisme au sein du pôle mer, il y en a trois principaux. Donc le premier, on le résume souvent sur le thème de Green Ship, et là il faut entendre en fait qu'on souhaite tendre vers des navires plus propres sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, de la conception jusqu'à leur démantèlement, voilà, avec des enjeux d'éco-conception et de propulsion plus propres. Ça va faire l'objet, je pense, de certains sujets liés avec les analyses de cycle de vie du webinaire. On a un deuxième axe qui touche davantage ce qu'on appelle le smart ship, dans lequel on va retrouver des navires plus sûrs et plus intelligents, plus autonomes également, donc qui touche en fait et qui transforme un petit peu l'industrie navale et nautique. Et enfin, on promeut également l'utilisation de nouveaux matériaux, notamment les matériaux biosourcés et les nouveaux procédés de fabrication dans la construction navale. Alors, quelques mots sur le programme et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a deux parties dans ce webinaire. Une première partie plutôt plénière avec trois intervenants. Monsieur Le Pochat va commencer
pour vous présenter les principes et les applications principales liées à l'analyse de cycle de vie. Ensuite, Jonas Thiocourt de l'ENSM vous présentera les empreintes carbone du navire. Et enfin, on aura une vision d'architecture navale par ShipST autour de l'outil analyse du cycle de vie. Chacun de ces interventions durera une 25 minutes environ et se suivra d'une série de questions-réponses avec vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long du webinaire et on les posera à la suite de chacune de ces interventions. Et enfin, en deuxième partie, on aura une table ronde avec des questions-réponses entre trois intervenants. Alors, 2 chantiers navals assez connus, Beneteau, dont le matériel principal est le composite, et Naval Group, qui lui touche davantage l'acier. Et on aura également Monsieur Picot d'Alession Performance, qui pourra aussi dire quelques mots sur le matériau aluminium. Donc là, ce sera question-réponse entre mon collègue Franck Pruvot et chacun des intervenants, mais on prendra aussi le temps à la fin de recueillir quelques questions du chat. Voilà pour l'introduction. Sans plus tarder, je vais passer la main à Monsieur Le Pochat pour qu'il puisse vous présenter les principes et les applications de l'analyse de cycle de vie. Hop. Ok, merci Boris. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, je prends la main normalement. Et c'est parti. Donc bonjour à tous. Donc quelques minutes d'introduction sur l'analyse de cycle de vie. Excusez-moi, je vais arrêter de jouer avec mon écran. J'arrive, je lance. Et voilà. Donc très rapidement, donc je suis Stéphane Le Pochat, directeur R&D chez EVA. EVA, c'est une société de conseil d'une 50aine de personnes maintenant, dont le siège est à Nantes, et nous avons 2 spécialités depuis une quinzaine d'années maintenant, l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception. Voilà pour les présentations très rapides. J'en viens au cœur du sujet, donc avec cet objectif de faire une petite présentation sur une méthode qui est maintenant, je pense, relativement bien connue, en tout cas dans le monde industriel et dans le génie industriel du monde industriel. Donc, d'abord, la CV, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode calculatoire, hein. On modélise et on calcule. C'est typiquement une méthode d'ingénieur, ce qui explique probablement, je pense, son succès dans l'industrie, dans tous les secteurs industriels, malgré certains défauts qu'elle peut avoir, on y reviendra peut-être, mais notamment sa complexité et puis un coût relatif. C'est une méthode de comptabilité des flux. C'est avant tout une méthode de comptabilité des flux entrant et sortant d'un système, donc le système que l'on souhaite modéliser. Et c'est une méthode qui traduit justement ces flux en impacts environnementaux. Voilà pour la définition. Je vous remets ici la définition officielle de la norme ISO qui cadre l'analyse de cycle de vie, l'ISO 14040. Et pour définir la CV, en fait, la CV se définit aussi par ces 2 grands principes structurants qui sont que c'est une méthode que l'on dit cycle de vie et une méthode multicritère. Alors, cycle de vie, c'est pareil, c'est une notion qui est maintenant bien connue, qui paraissait un peu extraterrestre il y a une vingtaine d'années, mais qui maintenant est complètement assimilée. C'est l'idée de dire qu'il faut considérer un système on dit du berceau à la tombe, donc de l'extraction et de la fabrication des matières premières, jusqu'à la fin de vie du produit et de ses matériaux. Donc en passant évidemment par les étapes de fabrication, d'utilisation, maintenance, etc. Et multicritère. Alors le multicritère veut dire étendre le système au-delà de l'empreinte carbone. C'est un petit peu comme ça que c'est traduit. En fait, la notion de multicritère masque une notion un petit peu plus complexe qui est que la CV prétend considérer, cartographier l'ensemble des problématiques environnementales
que l'on parle de problèmes globaux comme le réchauffement climatique, évidemment, que tout le monde connaît, ou la destruction de la couche d'ozone, ou d'autres problèmes plus locaux comme la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution des eaux, et ses conséquences sur les écosystèmes, voire sur les humains. Voilà. Donc, la notion de multicritère en ACV, c'est ça. C'est on souhaite cartographier l'ensemble des problématiques environnementales. Pourquoi? Pour éviter les transferts d'impact. Parce que l'expérience montre que quand on prend des décisions sur un critère unique, en l'occurrence, qui pourrait être le CO2, le réchauffement climatique, on a toutes les chances de prendre des mauvaises décisions. Voilà. Alors, une fois que cela est dit, donc voilà, le principe de l'ACV, c'est d'établir une cartographie une cartographie des processus unitaires de son système, le système que l'on délimite, et de comptabiliser les flux entrants, les flux sortants. Pour les traduire, c'est la petite figure que vous avez à droite en barre graphe qui traduisent des impacts environnementaux sur différents critères que l'on juge pertinents pour notre système. Donc ça, c'est le principe de l'ACV. Donc je disais, l'ACV est une méthode calculatoire dont le principe est plutôt simple. Donc, vous avez en entrée ce qu'on appelle l'inventaire du cycle de vie. Donc, je le redis, on fait la cartographie de nos flux et on liste nos flux. Donc, ça s'appelle l'inventaire de cycle de vie. On fait une classification de ces flux. Concrètement, ça revient à rassembler tous les flux qui contribuent à chacun des impacts. Donc, je rassemble tous les flux qui contribuent à l'effet de serre, je rassemble tous les flux qui contribuent à l'eutrophisation, je rassemble tous les flux qui contribuent à la diminution des ressources minérales, etc., etc. Et ensuite, donc, je caractérise, c'est-à-dire je calcule l'impact en appliquant des méthodes de calcul que les ACVistes utilisent des méthodes de calcul qui sont mises à leur disposition par des chercheurs, par des spécialistes de chacune des problématiques. Donc la plus connue étant bien sûr l'effet de serre. Donc pour calculer l'effet de serre, on utilise des méthodes de calcul qui sont mises à disposition notamment par le GIEC. Voilà. Donc le principe de l'ACV, c'est ça, c'est de, je le redis, cartographier les flux, les classer et les caractériser. Voilà. Alors, des exemples de résultats, là aussi, ce sont maintenant, j'imagine, des choses plutôt bien connues. Mais puisqu'on est au stade de l'introduction, voilà, je présente pour l'exemple, quelques formes de résultats. Donc, on a deux cas particuliers. Donc, à gauche, comparaison d'une tôle titane versus une tôle acier. Donc, c'est des résultats qui sont issus d'un projet ANR qui s'est terminé en 2017. Voilà, où on voit donc une comparaison entre deux solutions, l'acier versus le titane, sur différents indicateurs d'impact, en l'occurrence le changement climatique, l'épuisement des ressources fossiles, la consommation d'énergie non renouvelable, l'eutrophisation, etc., etc. Voilà, avec un code couleur qui montre que l'on peut, justement, une fois qu'on a modélisé notre système dans un logiciel d'analyse de cycle de vie, on peut aller faire des focus sur non seulement sur les différentes phases du cycle de vie, par exemple les ressources, la phase d'utilisation, la fin de vie, ou alors différents matériaux, composants qui composent le système. À droite, vous avez une comparaison entre là encore deux matériaux dans une application automobile. C'était une étude qui a été faite par l'ADEME en 2016. Voilà. Alors, se pose maintenant la question de l'ACV, pourquoi faire? Très bonne question. Je tente une explication avec cette petite matrice, alors où vous avez en ligne les différents types d'utilisateurs, donc l'entreprise, les États ou organismes publics type ADEME, Commission européenne, etc. Et puis la recherche,
la recherche publique, puisque la recherche privée, ça, je la mets plutôt dans l'entreprise. Et puis, vous avez les différents types d'objectifs qui peuvent être alimentés par l'analyse de cycle de vie. On peut envisager d'utiliser l'analyse de cycle de vie pour un but d'orientation stratégique de l'entreprise ou politique, pour faire des choix stratégiques. Par exemple, sur la question, une question qui est tout à fait d'actualité sur l'hydrogène, par exemple, la stratégie hydrogène, la stratégie biocarburant, etc., etc. L'ACV peut permettre très concrètement de répondre à ce type de questions, de besoins. Voilà, par exemple, l'ACV montre très nettement sur la question de l'hydrogène en dehors d'un hydrogène produit par électrolyse avec des sources d'énergie renouvelable, c'est pas tout à fait une bonne idée d'un point de vue environnemental. L'ACV peut aussi servir en conception, et donc là on tombe notamment dans le domaine de l'entreprise. Donc dans le cadre de stratégies d'éco-conception, de projets d'éco-conception, voilà, ça permet de faire une analyse de l'existence, ça permet d'orienter des choix de conception et ça permet surtout de valider in fine des choix de conception. C'est un outil relativement puissant pour la création de connaissances, pour l'apport de connaissances, que ce soit au sein de l'entreprise ou en termes de recherche publique, dans le cadre de projets ANR par exemple, parce que c'est une méthode d'investigation très très poussée, puisque comme je le redis, il faut établir une cartographie des flux et établir également une cartographie de l'ensemble des problématiques environnementales. Ça nécessite des investigations relativement poussées et donc de la création de connaissances. Et puis, dernier cas d'application possible de l'analyse de cycle de vie, j'allais dire malheureusement, parce que c'est là qu'on voit les pires choses, sur la communication environnementale. Alors vous me direz, il est tout à fait légitime pour une entreprise qui a investi dans de l'éco-conception, dans des efforts d'éco-conception, de vouloir mettre en avant les bénéfices obtenus, certes. Certes, mais enfin, pour moi, l'utilisation de l'ACV pour de la communication de type marketing pose d'énormes problèmes. J'ai pas le temps de développer ici, mais voilà. En tout cas, ça peut aussi servir à ça. J'en viens maintenant, Boris m'avait suggéré, justement, puisqu'il s'agit d'une introduction, de faire un petit historique de l'utilisation de l'ACV dans l'industrie. Ce que j'ai fait, alors sur la base de slides, j'ai repris des slides qui dataient déjà de 2012-2013, mais qui restent évidemment d'actualité, puisqu'on remonte loin dans l'histoire. L'ACV dans l'industrie, alors la petite histoire dit que la première ACV de l'histoire, c'est Coca-Cola qui l'aurait réalisé sur ses bouteilles en verre en 1969, ce qui n'est pas complètement improbable, puisque on imagine que c'est à peu près l'époque de l'explosion de l'utilisation du plastique et que peut-être que Coca-Cola, pour défendre sa bouteille en verre emblématique, aurait eu besoin d'arguments de type ACV, voilà, pour défendre ses choix, là encore, d'emballage en verre versus plastique. Bref, en tout cas, l'histoire retient ça. Pour info, si on veut faire de l'histoire de la science un peu plus poussée, en fait, ce qui ressemble à des premières ACV ont été réalisés dès la fin du 19e siècle sur la base de bilans énergétiques. Voilà. Donc, il est notamment attribué à Podolinsky. Bref, je reviens à des années un peu plus contemporaines. La vraie émergence de l'analyse de cycle de vie, c'est le début des années 1990. Donc, je note notamment l'apparition du logiciel CIMAPRO, qui est un logiciel néerlandais de la société Préconsultant en 1991. La première ACV aussi de la société Peugeot avec un thésard, une thésard dans l'occurrence en 1991. Les ACV réalisés par Philips avec aussi des stratégies d'éco-conception en 1991 et puis des débuts de normalisation avec l'ISO dès 1993. Et surtout, l'émergence d'une société savante, donc l'ACETAC existe déjà, c'est la société savante de chimie, mais
une société savante dédiée à l'ACV au sein de la CETAC, justement, avec l'apparition du journal de référence en analyse de cycle de vie qui s'appelle International Journal of LCA. Voilà. Et puis après, l'émergence, une croissance de l'utilisation de l'ACV dans l'industrie liée à des réglementations, et notamment à des réglementations en termes d'éco-conception, les fameuses directives européennes sur l'éco-conception, d'abord sur les emballages, puis sur les véhicules, puis sur les produits électriques, électroniques, etc., etc. Et donc, on constate en fait une corrélation entre l'apparition de ces directives éco-conception et l'utilisation de l'analyse de cycle de vie dans les différents secteurs industriels. Voilà. Pour aboutir, alors vous voyez que là, je m'arrêtais en 2008, puisque c'est des slides de 2000, un peu après 2010. Mais un fait notable qui est à partir de 2008 et dans le cadre du Grenelle de l'environnement, Grenelle 2, l'apparition de la question de l'affichage environnemental des produits de grande consommation, alors là qui a véritablement fait exploser l'utilisation de l'ACV dans tous les secteurs industriels. Pour la petite histoire, je me suis amusé il y a aussi quelques années, mais ça reste toujours d'actualité, à lister les entreprises du CAC 40 qui ont des experts ACV, qui ont une équipe ACV internalisée ou qui utilisent le logiciel CIMAPRO ou Gabi. Et donc, toutes les entreprises industrielles, donc en dehors des banques et assurances, du CAC 40 font de l'analyse de cycle de vie, et depuis bien une dizaine d'années, facilement. Voilà. Toujours au titre de l'utilisation de l'ACV dans l'industrie, donc je retrace un peu cette historique où on voit en abscisse un terme de complexité de l'ACV, où on a commencé d'abord par faire des bilans énergie et des bilans matière, et puis après ça s'est complexifié un petit peu en impact environnementaux potentiels multicritères, et puis maintenant on parle d'ACV social, donc c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'intégrer des indicateurs sociaux, sociétaux dans l'analyse de cycle de vie. On pourrait tracer une courbe d'évolution de l'ACV dans l'industrie, où on a commencé évidemment par les produits les plus simples, donc notamment les emballages et les matériaux unitaires. Et puis après, je le disais, des secteurs comme l'énergie, comme les véhicules, les produits électriques, électroniques, et puis petit à petit les produits de grande consommation, l'ameublement, notamment le sport, etc. Et puis enfin les produits agroalimentaires avec une réelle complexité du vivant à modéliser dans l'analyse de cycle de vie, et puis des produits complexes comme le bâtiment, ce genre de choses. Voilà. J'en terminerai également en illustrant un petit peu l'utilisation qui est faite de l'analyse de cycle de vie dans un secteur tout autre que celui du maritime, qui est celui de l'industrie automobile. Je le disais, c'est probablement un des premiers secteurs industriels à avoir utilisé l'industrie, malgré, alors c'est un peu paradoxal, parce que malgré la complexité que représente une automobile, on est dans le même ordre de complexité, même si ce n'est pas les mêmes volumes, les mêmes masses en jeu, mais que dans des navires de type de ceux de Naval Group. J'ai vu que Gaël intervenait dans la session. Voilà, donc c'est l'automobile est un produit ultra complexe, donc appliquer l'analyse de cycle de vie sur l'automobile, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais c'est néanmoins la réalité. Donc, ce qu'il faut retenir, j'ai un petit peu découpé les modes d'utilisation en fonction des positions des industriels dans la supply chain, dans la chaîne de valeur. Il y a évidemment les constructeurs. Donc, on parle là de Renault, de PSA, de Volkswagen, de Volvo, notamment, de Toyota, évidemment, qui sont des constructeurs qui ont internalisé la compétence ACV, c'est-à-dire qu'ils ont des experts ACV. Alors, pas beaucoup, quelques-uns, deux, trois personnes qui sont vraiment spécialisées en analyse de cycle de vie et qui commandent beaucoup d'études ACV. Voilà. Donc, tous ces constructeurs que j'ai cités réalisent des ACV de véhicules. La plupart, vous pouvez trouver les communications environnementales relatives à ces analyses de cycle de vie sur Internet. En tout cas, c'est le cas pour Volvo, c'est le cas pour Renault, pour Toyota aussi probablement. Donc, ils réalisent des ACV de véhicules.
Ils font évidemment de la veille technologique en réalisant systématiquement les ACV, des nouveaux composants, des nouveaux matériaux, donc évidemment ce qu'on appelle biomatériaux entre guillemets. Donc tout ça, c'est scruté à la loupe avec l'analyse de cycle de vie par les constructeurs. Ils réalisent des déclarations environnementales, donc de la communication environnementale sur les ACV de leurs véhicules. Et bien évidemment, c'est dans l'ordre des choses. Ils répercutent les exigences liées à l'analyse de cycle de vie sur leurs fournisseurs et sous-traitants, au rang desquels, évidemment, les fournisseurs de rang 1, que vous connaissez très bien également. On parle de Forestia, Delphi, Valeo, Plastic Omnium, etc., etc. Donc, qui sont aussi des très grosses entreprises, des multinationales, et qui, elles aussi, réalisent des ACV sur des matériaux ou sur des composants électroniques, des sièges, des pare-brises, etc., etc., des garnitures intérieures, des tissus, des roulements, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, soit en ayant également internalisé la compétence ACV, soit en l'externalisant à des prestataires ou des laboratoires de recherche. Voilà. Donc pour ces fournisseurs de rang 1, la veille sur les matériaux est même un petit peu plus stratégique encore que pour les constructeurs, je le dis, parce que souvent, quand il y a des comparaisons d'ACV à faire, alors je parle pour la France ou pour l'Europe, mais voilà, quand il y a des comparaisons à faire, notamment avec les biomatériaux, c'est généralement ces fournisseurs de rang 1, notamment par exemple Plastic Omnium, hein, qui veut savoir si les polymères biosourcés, enfin connaître les éléments de la comparaison entre des polymères biosourcés et des polymères pétrole. Voilà. Et puis enfin, la supply chain qui, eux, se voient répercuter les contraintes par les constructeurs et les fournisseurs de rang 1. Concrètement, ces contraintes peuvent prendre deux types de formes. Soit elles doivent communiquer des données d'entrée qui permettent aux fournisseurs de rang 1 ou aux constructeurs de faire l'ACV. Donc concrètement, c'est des nomenclatures de produits, c'est du détail sur les nomenclatures de produits, quelle matière, quelle substance, quelle masse, et éventuellement quel type de liaison, parce que ça peut avoir un incidence sur la recyclabilité, ou alors qui doivent réaliser l'ACV et communiquer les résultats des indicateurs d'impact à leurs clients. Voilà. Je m'arrête ici pour cette introduction. Je vous remercie et puis prêt à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Le Bochard. Je vais laisser Régis, si Régis est toujours avec nous, récupérer les questions du chat et vous les transmettre. Ouais. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui, il y a eu une question, mais je pense que vous y avez répondu après qu'elle était posée. C'était de savoir est-ce que la CV était utilisable avant la construction d'un système ou est-ce qu'elle pouvait être appliquée à un système existant. Donc, je pense que vous y avez répondu. Ouais, alors évidemment, enfin, c'est à la fois, j'allais dire, c'est à la fois souhaitable effectivement de faire une analyse de l'existant. Le problème étant que quand on veut faire une analyse de cycle de vie en début de conception ou en avant-projet, on n'a généralement pas toutes les données qui permettent de faire cet ACV. On est toujours dans cette contradiction-là. C'est néanmoins souhaitable, soit en faisant un état de l'art bibliographique qui nous permet un petit peu de modéliser notre système, soit en définissant des intervalles de valeur pour les différents paramètres de notre système à nous, voilà, en sachant que ça va évoluer après. Ok, merci. Je vois, il y a une deuxième question qui est apparue là. Est-elle utilisable, les deux, dans le domaine de l'informatique? Oui, tout à fait. Oui, alors, elle est utilisable et utilisée.
dans le domaine, alors maintenant on dit numérique, il y a quelques années on disait les TIC, maintenant on dit numérique. Il y a même une explosion depuis quelques mois. Ça marche ou quoi? Pardon? Allô? Oui, il y a même une explosion de l'utilisation de la CV dans le domaine du numérique depuis un an ou deux. Vous m'entendez? Ouais, non, Allô? c'est un Allô? son parasite. Ouais, donc il y a utilisation de la CV dans le domaine du numérique qui est à la fois souhaitable parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions qui restent en suspens sur le numérique d'une façon générale, que ce soit le logiciel ou le hardware, hein, ou les réseaux, mais qui pose de très grands problèmes. Enfin, il y a une très grande complexité sur le numérique. Et notamment, la plus grande des complexités du numérique, c'est d'être en capacité de comprendre ce qui se passe et de modéliser, les systèmes que l'on souhaite modéliser, voilà, pour lesquels on n'a pas beaucoup de données. Alors, je crois qu'il y a peut-être une ou deux nouvelles questions qui sont arrivées, mais pour pas prendre trop de retard, je vous propose de passer à la présentation suivante et on pourra éventuellement revenir sur des questions ou vous les transmettre après le webinaire, si vous voulez bien, Monsieur Le Beauchat. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Merci encore une fois. Donc, on va passer à la deuxième présentation du jour et je vais donc passer la main à Monsieur Jonas Thiocourt de l'ENSM. Hop, je vous désigne comme présentateur. Voilà, merci d'avoir allumé votre caméra. Parfait. On voit votre écran, on vous voit. C'est à vous. Bon? Ok, super. Hop. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jonas Thiocourt. Je suis enseignant-chercheur à l'ENSM. Et l'ENSM a réalisé récemment un état de l'art pour un client, un acteur du maritime, sur les méthodes pour quantifier l'impact carbone d'un navire. Donc, c'est suite à cette étude que le Polmer, que je remercie pour leur invitation, m'a proposé d'intervenir pour partager certains éléments du livrable. Alors, commençons par le sommaire. Je vous propose d'abord de positionner l'ACV dans le panorama des outils d'impact environnemental. Puis, je zoomerai sur l'objet de notre étude, qui est une catégorie d'impact de l'ACV, à savoir l'impact carbone, ou autrement dit, comment quantifier le potentiel de réchauffement climatique du navire. Ensuite, j'aborderai les émissions du navire qui contribuent à ce réchauffement climatique et le facteur d'émission qui permet d'établir finalement le bilan comptable de cet impact. Enfin, on s'intéressera à la source principale de ces émissions, à savoir les combustibles marins. Alors, l'ACV, on en a déjà parlé, c'est une méthode qui permet l'évaluation de l'impact environnemental d'un produit. C'est la méthode la plus complète, mais aussi la plus complexe à mettre en œuvre, ce qui explique qu'elle est usuellement réalisée a posteriori. Et finalement, l'intégrer dans le développement du produit, eh bien, c'est la démarche de l'éco-conception. À noter qu'il existe d'autres méthodes pour évaluer l'impact environnemental d'un produit, qui sont plus simples mais moins fines, comme l'application de normes, l'évaluation sur une base réglementaire ou le cahier des charges d'un label, par exemple. L'ACV, c'est un outil d'évaluation d'impact environnemental à la base, mais dans la littérature, on le retrouve étendu à d'autres aspects, comme l'ACV social, avec des catégories d'impact sociaux, par exemple le nombre d'emplois créés ou détruits par un produit. Alors, on l'a dit, c'est une méthode qui est maintenant normée avec l'ISO 14040 et 44, qui fournit de la documentation pour chacune des étapes de l'ACV. On peut citer également la plateforme de recherche européenne sur l'ACV, qui édite des manuels et des guides de référence sur comment mener l'ACV. Alors, l'objet de l'état de l'art que nous avons réalisé, il concerne une étape de l'ACV en particulier, l'étape 3, puisque c'est cette étape qui vise à transformer un inventaire de flux
en une série d'impacts potentiels clairement identifiés. Alors, pour le navire, il y a toute une littérature sur comment choisir les catégories d'impact, mais dans notre état de l'art, on s'est concentré en fait sur un impact, le pouvoir de réchauffement global. Alors, le pouvoir de réchauffement global, c'est la catégorie d'impact qui quantifie le phénomène actuellement observé d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques causées par le forçage radiatif anthropique. Donc ce forçage radiatif, c'est-à-dire la différence entre le rayonnement solaire reçu et la puissance radiative émise par la Terre, il est causé majoritairement par les gaz à effet de serre d'origine anthropique. C'est ce qu'on voit sur le schéma ici à gauche qui est issu du dernier rapport du GIEC. Donc les gaz à effet de serre, mais pas que, puisque certains composés qui ne sont pas des gaz, par exemple le carbone noir, alors on trouve en anglais le terme de black carbon, eh bien, ils contribuent également au forçage radiatif, et on en reparlera un petit peu plus loin dans cette présentation. Alors, pour quantifier le pouvoir de réchauffement global du navire, il faut faire l'inventaire des flux et donc l'inventaire des gaz à effet de serre. Alors, les principaux gaz à effet de serre en termes de contribution, on les retrouve dans la 4e étude produite par l'OMI. C'est les mêmes que ceux visés par le protocole de Kyoto. Alors, bien entendu, en termes de présence dans l'atmosphère, en termes de particules par million, l'ensemble de ces gaz à effet de serre, c'est des traces. C'est ce qui est illustré sur le camembert à droite. Donc, dans la 4e étude de l'OMI, on retrouve les principaux gaz à effet de serre et on retrouve aussi le black carbone. Alors, pourquoi le black carbone? Eh bien, parce que le black carbone des navires, il participe de façon non négligeable au pouvoir de réchauffement global du navire, de 7 à 21%, selon l'échelle de temps considérée en unités CO2 équivalent. Alors, le black carbone, il absorbe les rayons du soleil, donc ça réduit l'albédo de l'atmosphère. Mais ensuite, quand il se dépose sur les surfaces, notamment sur les surfaces réfléchissantes, comme la glace ou la neige, eh bien, il réduit l'albédo de la surface. Pour avoir un bilan un petit peu plus exhaustif du pouvoir de réchauffement climatique du navire, on doit aussi ajouter d'autres gaz émis par le navire, comme les NOx et les SOx. Alors, ils sont bien connus pour leur impact sur la santé, mais il faut savoir qu'ils contribuent également au forçage radiatif. Et ils y contribuent négativement. En somme, ils refroidissent la planète. En effet, l'oxyde d'azote, qui est le NOx majoritaire sortie moteur, c'est ce qu'on voit sur le camembert, le NO, il participe à la dégradation du méthane. C'est la première transformation des NOx. Et en ce sens, il a un forçage radiatif négatif. Il refroidit l'atmosphère. Alors, il a également une contribution positive puisqu'il forme de l'ozone troposphérique, c'est le mauvais ozone, mais au global, son bilan il reste négatif. Et quand les navires utilisaient des combustibles bien soufrés, avec des fortes teneurs en soufre, on avait une deuxième contribution par les SOx, les oxydes de soufre, qui sont des aérosols et qui participent à la formation des nuages. Alors, bien entendu, il est tout à fait possible de quantifier ces contributions. C'est fait dans certaines études, mais pas toutes. Donc, un point de vigilance sur le périmètre, le scope de l'étude et de ce qui est ce qui est comptabilisé dans le forçage radiatif. Alors, si on somme l'ensemble des contributions, on a une spécificité du transport maritime, c'est que son forçage radiatif intégré sur une durée d'un siècle, eh bien, il est négatif. Autrement dit, d'un point de vue purement potentiel de réchauffement climatique, le transport maritime à base de combustible soufré a plutôt tendance à refroidir la planète. Le pouvoir de réchauffement global, il est négatif sur des périodes allant jusqu'à 100 ans. Toutefois, au-delà de 100 ans, c'est ce qu'on voit sur le graphe à droite, on retrouve un forçage positif, notamment parce que la durée de vie des composés n'est pas la même pour tous les composés. Alors,
cet effet refroidissant, il peut, du reste, il ne peut justifier l'absence de réglementation du secteur maritime, car les NOx et les SOx ont d'autres impacts, notamment sur la santé humaine. Alors, en parlant de black carbone, on a introduit la notion de CO2 équivalent. Donc, l'équivalent CO2 noté CO2e d'un composé, c'est la quantité de dioxyde de carbone qui provoquerait le même forçage radiatif que son composé, c'est-à-dire qui aurait la même capacité à retenir le rayonnement solaire. Alors, il est exprimé en appliquant un facteur de conversion, le potentiel de réchauffement global, ou GWP, Global Warming Potential en anglais, qui dépend de la longueur de la période considérée. Alors, ce facteur d'émission, il présente des limites. Par exemple, il ne distingue pas la temporalité des émissions. Ça veut dire que dans l'ACV usuel, statique, on considère que tout est émis à T0. Alors, il y a des auteurs. Vous m'entendez toujours? Oui. Mince, Oui, j'ai oui. été... Ah oui, pardon, C'est bon. excusez-moi, j'ai cru que j'avais été déconnecté. Je reprends. Oui, donc j'en étais sur ACV statique versus la dynamique. Donc dans l'ACV statique, tout est émis à T0. Alors il y a des auteurs qui proposent de préférer une ACV dynamique, où plus une émission a lieu tard dans le cycle de vie, plus petit est son temps de résidence dans l'atmosphère sur une période de 100 ans et plus faible sera son impact. D'accord, c'est ce qu'on voit sur le schéma. En fait, le produit 1, qui est le produit noté, le produit bleu, eh bien, en ACV statique, il a le même pouvoir de réchauffement global que le produit orange, alors qu'en réalité, sur 100 ans, eh bien, il émet moins. Mais dans l'ACV statique, on considère que tout a été émis à T0. Alors, sur ce facteur d'émission, quelques remarques. Tout d'abord, eh bien, il évolue au fil des rapports du GIEC. Ça veut dire que si on regarde le méthane, entre le deuxième et le dernier rapport du GIEC, le GWP sur 100 ans, il est passé de 21 à 28. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre à jour les ACV, mettre à jour les logiciels. Donc, voilà, ça évolue au fil des rapports du GIEC. Bien entendu, c'est pas linéaire avec le temps. Ça veut dire que le GWP sur 20 ans, c'est pas celui sur 100 ans multiplié par 5, c'est pas linéaire. Et enfin, produit de la combustion n'implique pas gaz à effet de serre, puisqu'on a vu que certains produits de la combustion ont un forçage radiatif négatif, comme les NOx et les SOx. Alors, pour l'état de l'art, on s'est intéressé à plusieurs étapes de la vie du navire, construction, fin de vie, etc. Mais dans ma présentation, je me concentre sur la phase opérationnelle, puisque pour les gros contributeurs, que sont les porte-conteneurs, les cargos, les tankers, pardon, eh bien, dans la littérature, c'est ce que j'ai voulu montrer avec le schéma de Quank qui est HAL en 2020, on se rend compte que pour les gros contributeurs, l'ensemble du CO2, la majorité du CO2 est émis durant la phase opérationnelle. Et le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre, ce qu'on voit sur le camembert, et les gaz à effet de serre, c'est le principal contributeur du forçage radiatif. Donc, si on suit la loi de Pareto qui veut qu'en se concentrant sur 20% des causes, on a 80% des effets, eh ben, c'est là-dessus que je mets l'accent. Alors maintenant qu'on a bien défini la catégorie d'impact et les émissions, on va s'intéresser aux sources principales, les combustibles marins. Alors, on peut passer du combustible aux émissions via des facteurs d'émission. Alors ici, j'ai pris un exemple pour passer du diesel marin au CO2. Eh bien, dans la 4e étude GHDG de l'OMI, on retrouve que 1 kg de DO, c'est équivalent à 3,206 kg de CO2. Et finalement, si on fait ça pour l'ensemble des combustibles utilisés, on se retrouve avec le bilan midpoint. Alors, on parle de bilan midpoint en comparaison en fait aux études qui proposent des bilans endpoint.
Alors les bilans endpoint, il y a une espèce de surcouche en fait où il relie les catégories d'impact aux dommages. Donc il y a encore une surcouche pour comment on lie le CO2 équivalent à des dommages comme la pression sur les espèces, sur la santé humaine, etc. Donc nous, on s'est vraiment arrêté aux ACV plutôt midpoint. Donc on trouve les facteurs d'émission assez facilement dans la littérature. À noter qu'en fait, c'est simplement ces facteurs d'émission, c'est simplement l'écriture du process de combustion, hein, puisque si je prends par exemple le facteur d'émission pour le propane, c'est 3, parce que la combustion du propane, supposée parfaite, c'est quand j'ai les masses molaires du propane et du CO2 étant les mêmes, c'est quand j'ai une unité de propane, bah, s'il y a une chaîne carbonée avec 3 atomes de carbone, bah, je me retrouve avec 3 CO2, et donc les masses molaires étant les mêmes, eh bien, il y a un facteur 3 entre la masse de combustible brûlé et les émissions de CO2 associées. Alors, une fois qu'on a la quantité de CO2 équivalent, ce qui est usuel, c'est de diviser par la quantité de transport pour pouvoir comparer des navires. Donc, sur ce graphe issu de l'OMI, on résume assez bien la situation puisqu'on a plusieurs tendances. Alors, tout d'abord, on a en orange, c'est le flux de transport, en gros, qui fait que croître comme la croissance mondiale. Donc, on transporte de plus en plus de trucs. En bleu, on a les émissions de CO2 qui se sont plus ou moins stabilisées. Donc, si on transporte de plus en plus d'éléments et qu'on émet autant de CO2, c'est que soit on a amélioré l'efficience énergétique du navire, soit on a décarboné, soit on a fait un peu des deux. Alors, comme le transport maritime, c'est encore 99% du fossile, eh bien, on ne décarbone pas encore. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré l'efficience. C'est ce qu'on voit avec les courbes jaunes. Donc, c'est les grammes de CO2 par quantité de transport. Donc, pour atteindre l'objectif 2050 de moins 50% sur la valeur absolue des émissions de CO2 équivalent, eh bien, on n'est pas encore dans la partie on décarbone, on n'est pas encore sur ce levier, mais on est sur le levier efficience. Alors, on voit ici, j'ai mis une espèce d'équation de Kaya, mais pour le shipping, avec les 3 leviers. Jouer sur la décarbonation, donc la quantité de CO2 par quantité d'énergie, jouer sur l'efficience, la quantité d'énergie sur la quantité de transport, ou jouer sur le flux, la quantité de transport. Bon, ça, c'est pas dans les cartons. Enfin, pour ouvrir le débat, on a également relevé des éléments intéressants sur la comptabilité des émissions liées au combustible, mais sur l'ensemble de la chaîne logistique, ça veut dire de la partie de sa production jusqu'à son soûtage à bord. Et on peut citer une initiative remarquable d'un laboratoire marine hollandais qui compile pas mal de littérature et qui met en ligne ses résultats sur l'intensité carbone de plein d'options pour le shipping. Alors ici, j'ai mis juste 5 exemples. Hein. On a 5 lignes. La première, c'est utiliser le vecteur ammoniac dans une pile à combustible électrique avec une propellec. La deuxième, c'est d'utiliser de l'ammoniac, donc le NH3, dans un moteur à combustion interne prise directe, un type moteur dual fuel. Troisième option, c'est d'utiliser de l'hydrogène qui serait comprimé à 700 bars avec issu du gaz naturel avec recapture du CO2 avec pile à combustible propellec. La quatrième option, c'est notre bon vieux diesel 2 temps classique prise directe. Et puis, on retrouve aussi des choses plus exotiques comme de la propre turbine à vapeur avec propulsion nucléaire. Alors, un petit point de vigilance que souligne Marine, c'est que bien entendu, ils ont négligé la scalabilité de la ressource. Ça veut dire qu'ils ne se préoccupent pas de savoir est-ce qu'il y a suffisamment d'ammoniac ou d'hydrogène pour tout le monde hein, dans ce genre de trajectoire et dans ce genre de scénario. Alors, en guise de conclusion, on s'est intéressé à une catégorie d'impact, mais en réalité, on a observé qu'il y avait des couplages entre les catégories d'impact,
Donc, il serait intéressant d'étendre l'étude aux différents couplages entre les catégories d'impact, puisque, par exemple, la démarche de l'anti-fouling, pour mieux glisser et donc consommer moins et donc émettre moins de CO2, eh ben, la concentration des peintures dans certaines baies, dans certaines eaux resserrées, eh bien, ça a un impact sur le biotope marin. Donc, il y a des couplages comme ça entre les catégories d'impact. Et enfin, ce travail il a été facilité par une collaboration en fait de l'ENSM avec Dr Elahe Maleki, que je remercie, qui est une experte ACV. Alors pour moi, l'expertise ACV, c'est à mi-chemin entre un climatologue et un expert comptable. Et en collaborant avec l'ENSM qui apporte plutôt la connaissance système, à mon sens, c'est une bonne combinaison pour faire de l'ACV de façon pertinente. Voilà. Je vous remercie. J'espère que j'ai tenu le délai. 54, ouais, je suis pas mal. C'est parfait, merci beaucoup. C'était dans le timing parfait. Pareil, Régis, je te laisse prendre la main s'il y a des questions. Est-ce que la CV intègre une phase d'optimisation pour réduire les impacts? Non. Ouais, notamment, alors sur le shipping, comme on a vu que sur les gros contributeurs en termes d'émissions de CO2, la plupart du CO2 était émis durant la phase opérationnelle. Et ben, l'ACV, c'est une étape pour ensuite évaluer des différentes technos qui pourraient être installées pour réduire l'impact. Et donc, en ce sens, ça s'inscrit dans une démarche d'optimisation. Parce qu'on peut faire l'ACV de différents systèmes. Ça dépend comment on entend le terme optimisation, mais à mon sens, l'ACV, c'est une des étapes de quantifier l'impact carbone des différentes technos de réduction d'impact carbone qu'on implémente à bord. On peut le voir comme un maillon de la démarche d'optimisation. Une autre question de Sylvain Michel. Peut-on prendre en compte les normes réglementaires dans l'ACV de manière explicite? Par exemple, taux de SOx autorisé dans les gaz d'échappement des navires de commerce. Mais l'ACV, c'est un bilan comptable, donc on peut très bien mettre un warning en disant si le bilan comptable il sort plus de tant de grammes de SOx, eh bien ça me met un warning en disant cette solution elle est pas acceptable d'un point de vue réglementaire. Je pense que la question c'est est-ce que c'est intégré, est-ce que c'est intégré dans les logiciels commerciaux disponibles, le fait de mettre des alarmes sur certains index. Et dans ce cas-là, oui. Une autre question, avez-vous regardé aussi pour les petits bateaux? Est-ce que ça concerne que les gros navires, cet ACV? Ou ça concerne aussi les petits navires et les petits bateaux? Non, ça concerne tout le monde. Ce que je voulais simplement mettre en avant, c'est que si on se focus sur les gros bateaux, notamment, en fait, il y a 3 catégories de navires qui émettent plus de la moitié du CO2. Donc c'était simplement pour mettre que j'ai un peu mis la focale là-dessus, puisque c'est là où il y a de la marge facile il y a de la réduction, je dirais, c'est là où il faudrait concentrer l'effort. Il y a une question qui est arrivée aussi sur le chat, du coup, à côté. Pour certains navires, la phase de fabrication est aussi très importante. Comment faire pour compiler les deux? On peut faire le même exercice sur la définition du système, c'est arbitraire. Ça veut dire de dire je m'intéresse uniquement à la phase exploitation ou je m'intéresse à la phase exploitation plus la construction, ajouter ou pas la fin de vie. C'est arbitraire à partir du quand on réalise la CV, le périmètre du système. Là, c'est simplement que ce que j'ai présenté, c'est simplement de dire que pour les gros émetteurs, pour les types de navires qui représentent le gros du CO2, eh ben le CO2 il est émis pendant les 40 ans d'exploitation du navire, parce qu'ils ont des longues durées de vie aussi. Voilà. Mais bien entendu, il y a aussi des émissions associées à la construction et à la fin de vie. Ok, merci. Peut-être une dernière pour finir cette phase-là. Comment équilibrer l'empreinte carbone et l'impact sur la biodiversité dans une ACV?
Justement, quand Alors on parle moi, pour moi, il faut pas. Alors, il y a des études qui font des espèces d'index où en gros ils pondèrent, mais c'est très, enfin, à mon sens, il faudrait pas les réunir, c'est-à-dire c'est des impacts qu'il faut comptabiliser séparément, mais ça revient à demander comment on pondère le fait de réchauffer la planète et le fait d'avoir une pression sur le biotope marin. Pour moi, c'est des catégories d'impact qu'il faut distinguer. Et je suis pas au clair sur les index qui sont globales, c'est-à-dire qui viennent ensuite pondérer en disant bah, je prends le CO2, l'impact sur les espèces et j'en fais un espèce d'index global. Ça, je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus. Très bien, merci. Peut-être que cette discussion-là sera aussi parcourue dans la suite du webinaire. Encore une fois, merci. Je propose, il y a quelques questions qui restent en suspens. Encore une fois, on pourra éventuellement vous les transmettre ou si on a un peu de temps, les reprendre plus tard dans le webinaire. On va pouvoir poursuivre avec Monsieur Mermier de ShipST. Je vous invite à ouvrir votre caméra et je vais vous désigner comme présentateur. Hop, voilà. Vous avez dû recevoir une notification pour partager votre écran. C'est parfait. Parfait, vous pouvez passer en plein écran si vous le souhaitez. Ok. Merci, Okay, c'est à bon vous. Là. Très bien. D'accord, bonjour. Bonjour à tous. Donc Laurent Mermier, moi je dirige une agence d'architecture navale qui s'appelle ShipST. Donc je vais vous présenter un peu le point de vue d'un architecte naval sur la partie environnementale de l'ACV. Alors l'ACV, on est rentré dedans en 2008. À l'époque, on commençait à en parler. On avait, nous, la volonté d'acquérir un outil qui nous permet de savoir où est-ce que polluent les navires qu'on conçoit. Les navires et puis en général, tous les process, les équipements aussi, parce qu'on travaille parfois pour des gens qui développent des équipements. Et donc, on avait initié à l'époque avec un groupement d'entreprises des Pays de la Loire un programme de R&D. On avait regroupé une dizaine d'entreprises et on s'était associé avec un spécialiste de l'ACV pour créer un logiciel qui s'appelle Sustainable Ship Design et qu'on a utilisé à partir de 2009. Et on a fait tout un tas d'études pendant 10 ans là-dessus avec cet outil. Et aujourd'hui, on est en cours quelque part de remise à jour un peu de ces outils-là parce que les méthodes évoluent très vite. Et on est en train de réaliser un outil assez équivalent pour Ifremer, pour permettre à Ifremer de mesurer l'impact environnemental de leurs navires sur des méthodes d'analyse de cycle de vie. Donc on a profité de l'expérience qu'on avait pendant 10 ans pour aujourd'hui créer un outil qui fait ça mieux, de façon plus simple et qui est à jour par rapport aux méthodes. Alors, ce qu'on propose, nous, avec cet outil-là, et avec l'expérience qu'on a acquise sur l'utilisation de cet outil, c'est de quantifier la performance environnementale d'une activité maritime ou fluviale, et surtout de comparer différentes solutions. Alors, le but, c'est de permettre déjà à l'armateur, au chantier ou au développeur d'une solution technique ou d'un produit de communiquer de façon rationnelle sur l'impact environnemental de son activité en se basant sur une méthodologie objective et reconnue. Derrière ça, d'optimiser aussi la performance économique de son activité, puisqu'il y a une relation entre la performance environnementale et la performance économique. Et le but, l'exercice du jeu étant d'à la fois améliorer son bilan environnemental tout en améliorant encore sa performance économique. Donc la méthode qu'on utilise, c'est pas une ACV, c'est-à-dire qu'on va pas aussi loin d'une ACV, une analyse de cycle de vie sur un navire. On pourrait passer des années et des années, des analyses de cycle de vie. On peut fouiller, on peut catégoriser l'ensemble d'un navire, c'est très très long.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des logiciels d'analyse de cycle de vie, donc qui utilisent des bases d'impact reconnues, d'impact de matériaux, d'impact de process. On a utilisé ces logiciels qui sont assez généralistes, et à partir de ces logiciels, on crée, nous, des briques spécifiques au navire. Par exemple, on a créé des briques du système de SCR qui sont utilisées sur les navires. On a créé des briques aussi sur, par exemple, une propulsion diesel d'un navire, des choses comme ça. Et ça permet de sortir des résultats d'impact environnementaux sur plusieurs critères. On ne regarde pas seulement le CO2, c'est l'intérêt aussi de ces outils-là. Donc, ça permet en fait de quantifier et de comparer l'impact environnemental et de comparer différentes solutions sans descendre jusqu'à l'exhaustivité d'une ACV. Alors, ça nécessite quand même une certaine maîtrise et des analyses de sensibilité. Et à force d'en avoir fait, on sait sur quoi il faut travailler parce qu'on sait que là, il y a un vrai impact important et on sait qu'il y a certaines choses qu'on peut peut-être négliger parce que l'impact est de second ordre. Alors concrètement, comment ça se passe? Par exemple, quand on travaille pour un armateur ou pour un chantier qui veut développer un nouveau concept, proposer un nouveau concept, on part des données d'exploitation du navire, donc ses consommations, à la fois en carburant, ses consommables, sa maintenance. On ajoute les données techniques du navire, c'est-à-dire en quoi il est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors ça se base de façon optimale, on utilise le devis de poids, le devis des masses du navire, parce que le devis des masses du navire permet de décomposer l'ensemble des masses des différents équipements, mais aussi les spécifications techniques du navire. On sélectionne les critères qu'on souhaite regarder avec le client. Alors, on en a déjà, nous, présélectionné avec le partenaire qui nous aide sur cette partie-là, qui est EVA, puisqu'nous, notre outil est basé sur le logiciel CIMAPRO. On a sélectionné 14 critères qui nous paraissent pertinents pour une activité maritime ou fluviale. Et on en déduit une évaluation quantifiée des impacts sur chacun de ces critères sur le cycle de vie du navire. C'est-à-dire depuis sa conception-construction, en passant par son exploitation et avec des hypothèses de fin de vie. Et on fait de même en modifiant des technos ou des usages pour comparer. Alors voilà un exemple. Là, vous avez les 14 critères qui sortent l'outil. Alors effectivement, comme disait l'intervenant précédent, on ne concatène pas tous ces critères en essayant d'en sortir un seul. Ça se compare pas. Donc on reste sur à regarder l'ensemble des critères. Donc là, vous voyez, la première colonne, c'est l'épuisement des ressources, après acidification, eutrophisation des eaux, etc. La colonne la plus emblématique, c'est celle qui s'appelle changement climatique, qui est à peu près au milieu. Là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc celui-là, il est en équivalent CO2, c'est celle dont on parle souvent, mais à côté, vous avez les effets respiratoires. Là, c'est les particules fines. Et vous avez aussi des valeurs de type consommation d'énergie, consommation d'eau, déchets non dangereux, déchets dangereux, etc. Voilà. Donc, ça permet de rester assez général, plutôt avec une certaine exhaustivité sur l'ensemble des champs, sur l'ensemble des critères. Et là, ce que vous voyez, donc tous les champs sont à 100%, parce qu'en fait, le rendu que je vous montre, c'est pas de la quantification en valeur de tonnes de CO2. Alors, on la sort aussi, hein, mais là, je vous montre pas ça sur cet exemple-là. Là, ce que je vous montre, c'est la comparaison des différentes phases du cycle de vie du navire. Donc, en bleu, vous avez la phase de construction. En rouge, vous avez la phase d'exploitation. Et en vert, vous avez la phase de maintenance. Sachant que l'ensemble de démantèlement du navire, on a pris des hypothèses assez simplifiées où on considère qu'il y a la moitié du navire qui est recyclable. Et donc là, on voit déjà sur cet exemple-là de navire, et c'est quasiment toujours, on retrouve toujours à peu près le même exemple, on voit que c'est l'exploitation, c'est-à-dire la phase en rouge, qui
ressort comme l'impact prioritaire sur l'ensemble des critères, y compris des critères de type, les dernières colonnes, de type déchets dangereux ou non dangereux. C'est-à-dire que sur un objet d'un navire qui est exploité régulièrement, hein, si vous avez un navire qui fait que 100 heures par an d'exploitation, forcément, l'impact de la construction va être beaucoup plus fort. Mais sur un navire classique qui a une rentabilité économique et donc qui tourne, et ben c'est les 30 ans d'exploitation qui vont jouer beaucoup plus que la fabrication ou le démantèlement. Alors là, vous avez, là c'est pour ceux qui veulent, donc là c'est plus, on est en train de regarder la partie construction, donc c'est la partie bleue qu'on voyait avant. On peut faire un zoom sur qu'est-ce qui se passe dans cette partie bleue. Et là, vous avez, en bleu, c'est la partie fabrication de la coque métallique. En vert, c'est les tuyaux. En jaune, c'est la peinture. En rouge, c'est les accessoires coques. En rose, c'est l'ensemble de l'appareil propulsif. Donc, ça permet aussi de voir, par exemple, que la peinture, sur cet exemple-là, c'est la valeur jaune, elle n'est pas si prépondérante que ça, finalement. La coque métallique est plus importante que l'impact de la peinture. Et enfin, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est quand on compare. C'est-à-dire qu'on part d'une base. Donc là, c'était un projet qui s'appelle Fronver 2, qui est un navire qui ravitaille Ouessant et Molène à l'année, passagers et fret. Et on est parti d'une base de navire qui était le navire précédent, l'insula, l'Iness 3. Donc c'était à l'époque où on développait ce projet pour le client, qui était le département du Finistère, là aujourd'hui il appartient à la région Bretagne. Et il y avait un critère environnemental et voilà, il y avait une vraie volonté politique de faire un bateau qui avait un impact environnemental plus faible. Et donc on a proposé plusieurs options, plusieurs variantes, plusieurs solutions aux clients, où on lui a proposé, on est parti du bateau de base, donc là c'est la colonne qui est noire. Donc, vous voyez par exemple sur la première colonne qui est épuisement des ressources, la petite colonne noire elle est à 100%. C'est-à-dire qu'on part d'un bateau qui est le bateau existant, qui est considéré comme la référence. Et après, toutes les autres colonnes sont un peu plus faibles. Donc on voit par exemple que les colonnes bleues, jaunes, oranges et rouges permettent de réduire l'impact d'épuisement des ressources d'à peu près 10%. Et après, les colonnes vertes, là, on arrive à faire un gap et puis on réduit franchement de 25%. Et donc, on joue comme ça sur différentes possibilités technologiques ou d'usage. Là, c'était technologique. Sur qu'est-ce qu'on fait, on va mettre tel équipement, on va mettre tel moteur, on va mettre tel système, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de ces analyses environnementales, qui sont pas très compliquées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on récupère les données d'exploitation d'un navire et puis la composition même approximative du navire, on peut, c'est des études qui durent pas très longtemps, c'est pas très cher, c'est quelques milliers d'euros, on peut sortir ce que je vous ai montré. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de cette partie environnementale, on regarde aussi l'évaluation, on évalue aussi les coûts ou les gains, parce que parfois on trouve des solutions qui sont à la fois vertueuses environnementalement et qui en plus permettent de réduire le coût d'exploitation. On quantifie le coût de possession d'une solution, c'est-à-dire que on regarde aussi, par exemple, on va acheter une technologie, on va choisir quelque chose qui est relativement cher en investissement, mais qui permet de baisser les consommations. Et donc, on regarde la compensation, c'est-à-dire il y a le CAPEX qui est plus fort, mais les OPEX, l'exploitation est optimisée. Et on compare donc les coûts avec la valorisation de l'activité, puisque être plus vertueux permet aussi de valoriser son activité et donc de bénéficier d'un intérêt commercial, etc. C'est des méthodes qu'on applique, qu'on peut appliquer aussi à un équipement ou à un système. Et au-delà de ça, on regarde aussi, surtout si c'est de la technologie, nous, on regarde en plus la partie maturité, fiabilité, performance, contraintes d'exploitation, contraintes d'installation, maintenance.
Donc, typiquement, l'exemple que je vous ai donné avec Ifremer, en ce moment, on travaille avec Ifremer exactement dans toutes ces démarches-là, où en plus de l'analyse environnementale des différentes technologies, on a ces analyses en termes de maturité, fiabilité, etc. Alors, voilà, donc je suis assez rapide, là, j'arrive un peu à la fin de ma présentation. Il y a des choses à retenir, c'est que il y a les 3 points les plus importants de l'impact environnemental d'un navire, c'est le combustible et le combustible. C'est-à-dire que si on veut un bateau écolo, il faut vraiment travailler pour réduire sa consommation de combustible. C'est quand même ce qu'on retient, nous, de l'ensemble des études qu'on a faites. Et donc, ça se travaille sur de la techno, sur des exploitations différentes. Et souvent, il y a un intérêt à investir sur autre chose en transformation d'un navire ou en choix au début des choix de conception pour pouvoir réduire la consommation après. Et on se rend compte souvent que le coût de possession baisse. C'est même quasiment toujours. Les comparaisons sont rapides, c'est le gros intérêt de ces outils-là, c'est-à-dire que voilà, on remplace une techno, je sais pas, on allonge le navire, on décide de faire une exploitation peut-être un peu moins rapide sur tel run, etc. Bah, tout de suite, on voit les résultats. Il y a beaucoup d'a priori qui sont remis en cause avec ces outils-là. Souvent, les gens viennent nous voir en nous disant oui, voilà, je voudrais mettre j'ai des super idées, on va mettre le salon avec des sièges en bois, on va mettre des éléments, on va essayer de mettre des toilettes sèches, des choses comme ça. Donc, on teste. Et puis, souvent, on voit que le siège en bois recyclé, c'est l'épaisseur du trait. En fait, on ne le voit pas du tout. Donc, c'est peut-être pas là qu'il faut travailler. Ça permet un avis rationnel sur les performances de plusieurs technos. C'est-à-dire que ce type d'outil sort justement des a priori sur l'impact environnemental et ça permet surtout d'y voir plus clair dans une stratégie à long terme. Aujourd'hui, les technologies fleurissent de partout. Il y a énormément de choix possibles et donc ça permet voilà, d'avoir un regard comparatif sur tel ou tel choix. Voilà, j'en ai fini. Merci à vous et je suis à votre disposition pour échanger. Merci, Monsieur Mermier, c'est Régis. Il y a quelques questions sur le module là. Une première question, c'est est-ce que le calcul des émissions est fonction des modes de navigation, genre route libre, manœuvre, approche portuaire? Alors oui, en fait, quand on fait le calcul sur le cycle de vie, on rentre dans la vie du bateau l'ensemble de ces scénarios d'exploitation. C'est-à-dire que là, le fond heure, par exemple, c'est 90% de route libre, 10% de manœuvre. Après, on peut aussi éditer des résultats en comparant la route libre et la manœuvre. Donc oui, tout est possible. Ok, merci. Est-ce que, alors, ouais, la question est pas simple, je pense. Est-ce que les analyses de cycle de vie sont amenées à intégrer l'impact de l'évolution des consommateurs? Alors, j'imagine plutôt des types de consommation, le volume des tonnages transportés par rapport aux usages. Voilà, si je la traduis, est-ce que c'est fait, enfin, l'analyse de cycle de vie peut amener à faire évoluer le type de produits transportés ou l'usage en tout cas qu'on en fait des navires? Bien sûr, c'est le but. C'est-à-dire que en fait, vous prenez une hypothèse du scénario pendant la durée de vie du bateau. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, les 5 premières années, je vais travailler de telle façon, je vais utiliser tel combustible, voilà, je vais consommer de telle façon. Et puis, à bout d'un moment, par exemple, je vais décider d'aller moins vite. Donc, qu'est-ce qui se passe sur l'exploitation? Ou je vais transformer mon navire, je vais changer de gasoil, ou je vais passer du diesel au biodiesel.
Et là, ben, vous voyez le résultat. Ça fait partie des fameuses comparaisons que je vous ai montrées voilà, c'est-à-dire ce type de graphique, on peut le faire aussi avec des comparaisons où, au lieu de changer la technologie, on change l'usage. Ok, merci. Alors, il y a des questions qui arrivent là. Est-ce qu'on peut prendre en compte les normes réglementaires dans l'ACV de manière explicite? Par exemple, est-ce que le taux d'oxyde de soufre autorisé dans le gaz d'échappement des navires de commerce? Alors oui, parce que nous, dans la phase exploitation, il faut qu'on rentre qu'est-ce qu'on consomme comme carburant. Donc vous rentrez déjà, vous choisissez. Donc nous, on peut vous mettre du fioul lourd, on peut vous mettre du gasoil désoufré, etc. Donc oui, les critères réglementaires sont intégrés. Bon, après, de toute façon, c'est réglementaire, donc c'est imposé à tout le monde. Donc forcément, on est obligé d'appliquer les critères réglementaires. Et ces outils-là permettent de rentrer, on peut comparer par exemple une propulsion à gaz avec une propulsion diesel, ou on peut comparer aussi une propulsion tiers 2, où là vous êtes dans une zone tiers 2, vous n'avez pas besoin de traiter vos gaz d'échappement, avec une propulsion tiers 3, où là vous avez un SCR, donc vous allez avoir un consommable supplémentaire qui va être de l'urée, puisque en tiers 3 aujourd'hui on post-traite les gaz d'échappement en injectant de l'urée. Typiquement, par exemple là sur l'exemple que vous voyez, il me semble qu'il y a une des colonnes où voilà, c'est la colonne jaune clair, où vous voyez, vous avez le SCR avec l'urée. On voit par exemple sur l'écotoxicité terrestre que la version jaune clair est la plus impactante, parce que voilà, d'être tiers 3, c'est bien, ça améliore la planète sur certains critères, mais ça la dégrade sur d'autres parce que vous consommez de l'urée, alors qu'avant vous en consommiez pas. C'est toute la problématique dans l'environnement, c'est qu'en fait, on est rarement vertueux partout. Et par exemple, aujourd'hui, les critères réglementaires de tiers 3 vous poussent sur les NOx, parce que les NOx sont très impactants, notamment sur l'aspect acidification, etc. Mais par contre, on va, et puis sur les aspects respiratoires, c'est-à-dire que et l'eutrophisation des eaux. Mais par contre, ils sont moins bons sur d'autres critères. Mais bon, là, le règlement a choisi de trouver des technos qui font réduire les impacts d'acidification et d'eutrophisation au détriment d'un autre impact. Et ça, on le voit grâce à ces outils. Effectivement, merci. Et je pense que là, c'est une question qui concerne le tableau que vous avez présenté juste avant, le tableau comparatif, et on me demande pourquoi certaines valeurs sont supérieures à 100%. Non, on est à 100 tout le temps, partout. Ouais, c'est peut-être l'affichage qui... d'accord. Oui, c'est peut-être l'affichage. Ouais. Ok, très bien. On me demande également, est-ce que vous avez fait ce type d'analyse sur des navires de plaisance? Personnellement, non. Nous, non. On n'a jamais eu l'occasion. Mais on pourrait le faire parce que, par exemple, dans le cadre du travail qu'on fait avec Ifremer, ils souhaitent qu'on regarde aussi une version de coque en composite. Donc, on a créé une brique composite. Alors après, on saura peut-être pas le faire si c'est des bateaux de plaisance très particuliers. Par exemple, si c'est un bateau à voile, là, ça devient plus compliqué parce qu'il faut avoir un outil qui est bien calé pour le bateau à voile. Le bateau à voile, forcément, son combustible va être beaucoup moins prégnant. C'est-à-dire que le facteur que vous voyez là, le rouge, va vraiment baisser et puis c'est le bleu qui va remonter, c'est-à-dire c'est la façon de construction. Et là, il faudra qu'on soit plus précis sur la façon de construction, qu'on regarde quelle résine on utilise, qu'on regarde les matériaux, etc. Donc nous, on n'est pas spécialisé dans la plaisance. Notre outil est peut-être pas forcément bien réglé pour ce type de produit. Mais c'est tout à fait possible à partir de ces outils-là de travailler et d'obtenir un outil qui est adapté.
Ok, merci. Qu'en est-il des systèmes de propulsion à vent pour le transport de marchandises? C'est un Propulsion sujet un peu éolien? différent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, le propulsion éolien, en fait, vous allez remonter la phase bleue parce que la voile a un impact à sa construction et à sa maintenance. Donc, vous allez aussi remonter les phases vertes, mais vous allez faire réduire fortement la phase d'exploitation, la phase du gasoil. Et donc, dès que vous mettez un système qui réduit la consommation de combustible, forcément l'impact est très gagnant. Donc, l'éolien est très vertueux partout, ça c'est sûr. En plus, c'est gratuit pendant les 30 ans, enfin, en tout cas en énergie. Il y a juste le coût de possession et de maintenance du système éolien. Donc, les systèmes éoliens sont forcément très vertueux. Ok, merci. Boris, on a encore quelques minutes ou parce que j'ai des Oh questions oui. qui arrivent au fur et à mesure, donc Ouais, on peut en prendre encore deux ou trois, oui. encore deux. Ok. Est-ce que vous constatez une croissance de l'appétence des armateurs pour des énergies alternatives ou en tout cas pour ces demandes d'ACV? Il y a une vraie appétence des armateurs pour essayer enfin, surtout essayer d'y comprendre plus clair sur la floritude de techno qui arrive. Il y a aussi des appétences a priori. Par exemple, il y en a qui croient à fond à l'éolien, il y en a d'autres qui croient à fond à l'hydrogène. Et après, ce type d'études, finalement, c'est pas si souvent ça que les gens font le pas de dire, bah attends, on va se payer une petite étude quand même pour y voir plus clair. C'est souvent sur des armateurs publics ou dans des marchés publics, bah, quelque part, ils vous imposent, vous avez une note sur la partie mais sur les privés, c'est en train d'arriver, c'est en train de se faire, mais ça a pris un certain temps à prendre conscience que au-delà des affichages, des a priori, parce que c'est très compliqué pour un armateur d'y voir clair là-dedans, ça vaut peut-être le coup justement de regarder spécifiquement sur son activité, qu'est-ce que ça donne avec telle ou telle solution. Ok, merci. Peut-être du coup une dernière question. Alors, quand on parle de méthode reconnue, souhaitez-vous la labelliser? Pas trop. Ça serait l'idéal qu'on ait un label, c'est-à-dire que aujourd'hui la norme ISO, ça s'est très professionnalisé, hein, les ACV, ça s'est aussi complexifié. Et si vous voulez vraiment certifier votre méthode et la valider, il faut dérouler le processus d'analyse de cycle de vie de la norme ISO. Ce qu'on fait, c'est pas ça. Ça serait pas quelques milliers d'euros, ça serait quelques dizaines, voire, enfin, une vraie ACV, d'un navire, c'est à peu près 100 000 euros. C'est un vrai sujet, quoi. Donc clairement, c'est pas ce qu'on fait. Et nous, on essaye plutôt, avec notre rapport, de justifier que les valeurs qu'on sort sont valides, parce que on s'est focalisé, par exemple, si on est sur un bateau, comme vous voyez là, où on voit que c'est l'exploitation qui joue beaucoup, on va vraiment essayer d'être précis sur le carburant, quel carburant on utilise, combien on en utilise, les huiles de lubrification, quand est-ce qu'on les change, quel type d'huile, etc. Et là, on va aller au fond, on va descendre assez bas donc on va vraiment utiliser les méthodes d'ACV sur ces postes-là et on justifie en disant, sur en gros 80% de l'impact, on est quand même allé assez loin au niveau d'une ACV. Et donc, on est bon. Après, oui, l'idéal, ça serait que j'ai un tiers qui labellise cette méthode-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ok, merci. Écoutez, je pense qu'on doit être dans le timing à peu près là. Boris, tu me. C'est très bien, c'est parfait. On va Bah, pouvoir. merci Monsieur Mermier pour ces Merci à échanges. vous. Merci. Oui, on va pouvoir du coup passer à la deuxième partie et à la table ronde. Je vois que Franck, mon collègue, a allumé sa caméra, donc je lui laisse la main. Eh bien oui, bonjour et merci d'avoir patienté à nos trois contributeurs de la deuxième partie de la table ronde. On a vu à travers l'UNSM et puis Chipest et
et le troisième intervenant, que EVA Conseil, on a vu la vision académique et méthodologique, et puis le point de vue de l'architecte. Et nous avons donc intitulé la table ronde qui suit l'ACV dans la vraie vie de l'industrie. Et donc je vais demander aux trois intervenants de bien vouloir allumer leur micro et leur caméra quand c'est possible. Merci Monsieur Fauché et Monsieur Picot. Est-ce que Monsieur Picot, alors, et il y aura aussi Gwenel Rousseau de Naval Group qui n'a pas de caméra. Donc Gwenel, Gaël, pardon. Gaël, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc voilà, nous avons trois intervenants. Et donc on a essayé de rassembler autour de cette table ronde trois acteurs avec des matériaux un peu différents, majoritairement composites, aluminium et acier, même si c'est pas la majorité. Et donc la première question, bonjour Monsieur Fauché, directeur d'innovation de Beneteau, bonjour Monsieur Picot et Madame Brousseau. Est-ce que, première question qui est commune un peu à vous trois, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre société et comment la CV est arrivée en interne chez vous? On laissera une petite minute supplémentaire à M. Picot pour présenter sa société qui est moins connue que sans doute que les deux autres. Est-ce que M. Fauché, vous voulez commencer? Oui, bien évidemment. Donc, Erwan Faucher, moi je suis du groupe Beneteau. Donc, le groupe Beneteau, c'est, comme vous le savez sûrement, leader mondial dans la présence, dans l'industrie nautique. Et ça travaille aussi dans l'habitat de loisirs. Donc, en quelques chiffres, on parle de 7500 collaborateurs à travers le monde, en France, aux États-Unis, en Pologne, en Italie. Et on a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard d'euros sur l'exercice précédent. Concernant la CV, donc c'est un sujet qui est apparu il y a quelques années au sein de l'entreprise et qui bien sûr est intervenu à travers deux thématiques qui sont les évolutions de la réglementation qui nous poussent automatiquement à prendre en compte le cycle de vie global de notre produit. Et aussi la notion de certification lors de discussions à travers la certification ISO qui nous a amené à venir réfléchir sur ces thématiques. Associé à ça, on a bien sûr aussi une vraie orientation de la stratégie du groupe sur ces thématiques environnementales. Merci. Monsieur Picot, vous voulez présenter Alcyon, Performance? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Gonal Picot, je suis le dirigeant fondateur de la société Alcyon. C'est une start-up que j'ai fondée en 2015. Et alors on va avoir un positionnement un peu particulier par rapport aux deux co-intervenants qui sont Beneteau et Naval Group, parce qu'on est vraiment le petit poussé, et en plus, je crois que c'est dans la première intervention, il y avait un exemple sur l'automobile. Nous, on va vraiment être dans la supply chain. Donc, on a forcément une approche de la CV. Enfin, voilà, pour être franc, nous, on n'a pas d'outils ACV en interne, même si c'est notre métier de tous les jours de traiter avec des problématiques de l'ACV. Alors, peut-être je vous explique en quelques mots ce qu'on fait chez Alcyon. Donc, nous, on est dans le domaine de l'aluminium et on fait des pièces techniques allégées, très rigides et très légères pour toute industrie du transport, partout où il y a une problématique d'allègement pour améliorer principalement la performance énergétique. Ça, on est dans un métier bien particulier. Comme je disais, on fabrique des pièces en aluminium, mais en plus d'un type très particulier, puisqu'on est dans le sandwich nid d'abeille aluminium. À chaque fois, on va utiliser le principe du sandwich, c'est ce qui donne beaucoup de légèreté avec un gros moment d'inertie, donc beaucoup de rigidité en flexion, en torsion. Donc on complexe deux tôles alu et du nid d'abeille aluminium pour en faire différentes pièces. Et on a la particularité chez Alcyon de savoir faire des formes complexes, vraiment dans le 3D, dans la double. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ingénieurs autour du webinaire, mais on est vraiment dans la double courbure non développable. Pour prendre du jargon. C'est très précis. Voilà, donc notre métier juste pour finir, nous on est
assez loin des grands donneurs d'ordre. Hein. On est souvent équipementier rang 1, très rarement rang 2 plus souvent. Nous, on va voilà, chercher à alléger la pièce qu'on va faire sur cahier des charges. On va concevoir, développer, fabriquer en série. Et nous, on va s'attacher à alléger. Et j'aurai peut-être l'occasion de détailler sur la deuxième question comment ça se traduit. Exactement. Ce sera la deuxième question, effectivement. Madame Rousseau, comment la CV est arrivée en interne chez Naval Group? Alors, la CV est arrivée il y a une petite dizaine d'années déjà. Si vous voulez ah oui, je vais par me vous présenter. présenter vite fait, ouais, quand même. Donc, Gaëlle Rousseau, je suis responsable de... Je vais changer de titre d'ici peu, donc on va m'appeler plutôt conseiller environnement en conception. Le mot éco-conception à Naval Group ayant un particularisme, et donc on a voulu ne pas mettre éco-conception qui est un terme normé. Mais on en fait quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis une petite dizaine d'années, à Naval Group, on s'intéresse à l'empreinte environnementale de nos bateaux et pas qu'aux ACV. Donc, par rapport aux présentations qui ont eu lieu précédemment, celle de Laurent Mermier m'a particulièrement intéressée parce qu'on est arrivé un peu aux mêmes conclusions. Donc, ça fait à peu près une petite dizaine d'années, initiée au départ sur les bâtiments de surface, puisque l'équipe éco-conception étant sur l'Orient, ça s'est fait de fait avec les équipes lorientaises, puis étendue aux sous-marins, et aujourd'hui, on étend aussi nos actions aux infrastructures, puisque Naval Group, comme vous le savez, est quand même un groupe qui ne fait pas que les navires gris que l'on a à l'Orient, mais fait aussi des bateaux noirs à Cherbourg, s'occupe de maintenance à Toulon et à Brest, et vend aussi des bases navales pour lesquelles eh bien, on se doit d'avoir l'empreinte environnementale, bien entendu. Donc moi, je m'occupe un petit peu de tout ça. Très bien. Merci. La deuxième question, elle est aussi pour vous trois, en fait. C'est comment l'ACV a fait et fera évoluer vos métiers? Comment vous le visualisez chez vous et dans le futur, Monsieur Faouchet? Alors, automatiquement, ce sujet a déjà fait évoluer nos métiers. Nous, on a trois métiers principaux hein, au sein de la partie nautisme qui sont le composite, le bois et les systèmes. Si on prend le composite, ça nous a d'ores et déjà amené à évoluer en termes de process, hein, de mise en œuvre. On est aujourd'hui de plus en plus sur des process fermés pour éviter tout ce qui est émanation de COV. On va être sur de l'éco-conception, des sujets de plus en plus importants sur la réalisation de nos bateaux. Sur des produits durables, lorsque l'on parle du bois, la durabilité va être une notion très importante. Elle est déjà très forte, mais elle est de plus en plus importante dans ce domaine-là. Et sur la partie système, je pense que ça a déjà été précisé, mais bien évidemment que les parties motorisation, entre autres, font partie de l'équation. Donc ça nous amène en effet à évoluer, à nous réinventer au quotidien dans nos différents métiers. Merci. Monsieur Picot, l'ACV, pour vous, c'est une réalité aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des évolutions dans vos métiers associés à l'ACV? Oui, alors encore une fois, avec une particularité chez nous, puisque nous ne traitons pas à notre niveau nous, on fabrique des pièces techniques pour des donneurs d'ordre. On va dire qu'on est sous-traitant. Vous héritez des demandes de vos clients, en fait, sur l'ACV, voilà, peut-être. Nous, on est dans la chaîne, de valeur. Les gens qui fabriquent des systèmes s'intéressent à l'ACV et puis à l'impact de ce qu'ils fabriquent en interne. Nous, on est une approche un peu différente. On va quand même, on s'y intéresse forcément puisque c'est le métier de nos clients et que notre valeur ajoutée est d'aller faire des pièces techniques extrêmement légères. Alors, je peux peut-être illustrer, hein, dans l'automobile, on fait par exemple du pavillon de toit, du plancher pour un véhicule électrique, pavillon de toit pour PSA, plancher électrique pour Renault Sport, pour Valeo. On est dans le ferroviaire, on a travaillé sur des structures de sièges complexes.
Puis on va comme ça jusque dans le spatial. Partout où il y a des problématiques d'allègement avec des pièces extrêmement techniques et extrêmement performantes mécaniquement parlant. Chaque client, chaque donneur d'ordre a un peu ses spécificités, c'est-à-dire que dans l'automobile, l'ACV va se traduire surtout par des normes de rejet de CO2 qui sont même primordiales par rapport à la consommation d'énergie du véhicule. Donc là, il y a la façon dont ça se traduit, c'est que nous, on a une réalité, un intérêt technico-économique à travailler avec l'automobile pour l'allègement, avec le ferroviaire pour l'allègement, parce que alléger les pièces permet d'améliorer la performance du système. Donc dans l'automobile, c'est plutôt pour diminuer les rejets de CO2. Hein. On doit passer en dessous de 90 grammes de rejets de CO2 par kilomètre d'ici 2023, si mes souvenirs sont bons. Dans le ferroviaire, le problème est différent. Si vous voulez, par exemple, on est en plus en France avec le nucléaire, et on a plutôt un train va devoir respecter un certain tonnage à l'essieu parce que les lignes sont construites comme ça, et on va plutôt chercher à alléger et à gagner de la place pour mettre plus de passagers pour que le coût au kilomètre par passager, par siège, soit plus réduit. Et puis après, dans l'aéro... Okay, on a bien compris. Votre credo sur la CV pour alléger la CV, c'est l'encombrement, le poids et les well killers, en gros, de vos clients. Et Gaëlle, est-ce que vous m'entendez encore? Oui, oui, oui. Ouais, toujours. Ouais, parce que on avait coupé votre micro, mais comment la CV, vous voyez faire évoluer les métiers chez Naval Group? Est-ce que vous voyez une évolution depuis quelques années? Ouais. En fait, l'ACV, pour nous, ça a été vraiment l'outil d'état des lieux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a d'abord étendu et utilisé cette méthode pour savoir sur nos bâtiments de surface, puis nos sous-marins et aujourd'hui nos infrastructures, là où le bas blessait. Donc, ça revient un peu aux présentations qu'on a pu avoir précédemment, c'est-à-dire que c'est un outil qui nous a permis de savoir le 20-80 ou le Pareto sur lequel on devait s'appuyer. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que malheureusement, donc, pour nous aussi, hein, c'est bien souvent l'exploitation qui fait que le bas blesse. C'est lié au carburant qu'on utilise, mais aujourd'hui, dans le naval militaire, on n'a pas le choix. On est obligé de continuer à travailler sur du diesel. Alors, on n'a pas du diesel lourd, hein, on n'a pas le soufre, mais pour autant, on a l'inox. Et que si on veut réduire l'empreinte environnementale de nos bateaux, eh bien, il a fallu travailler sur d'autres pans de la CV. Et donc, en l'occurrence, c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure sur la partie fabrication. On se rend compte que, par exemple, pour les sous-marins, la phase de fabrication est super importante. Et c'est grâce à la CV qu'on a vu ça. Donc là, aujourd'hui, on est en train d'inclure nos process de fabrication dans ces méthodologies d'analyse environnementale. Et je parle d'analyse environnementale, moi aussi, un peu comme Laurent tout à l'heure, et non plus d'ACV, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour nous, une ACV d'un navire militaire, vu la complexité du navire, c'est une personne à temps plein pendant 6 à 9 mois, et c'est juste quelque chose de plus tout à fait réalisable. Du fait d'avoir cet état des lieux qui systématiquement est le même, hein, on s'est rendu compte que, grosso modo, on avait exactement les mêmes tendances pour une frégate qu'une corvette ou un aviso. Un sous-marin, alors je laisse de côté le nucléaire, mais je veux dire un sous-marin classique, qu'il soit grand océanique ou côtier, on va avoir la même empreinte également. Donc oui, ce qui fait changer les choses, c'est qu'on rentre donc dans les process indus, donc ça c'est super intéressant. Et on en est aussi à descendre d'un cran, c'est-à-dire que au début en tout cas, on catégorisait par les ACV ce qu'on appelle les systèmes, voire les sous-systèmes chez nous. Alors, un système, par exemple, ça va être le système propulsion. Le système propulsion, il va avoir deux gros sous-systèmes. Il va avoir la partie énergie avec l'usine électrique et puis la partie propulsion en tant que telle avec la ligne d'arbre, les réducteurs, etc. On s'arrêtait là. Aujourd'hui, l'ACV nous a permis aussi de mettre en lumière donc, ces fameux systèmes et sous-systèmes, et on est rentré dans des comparatifs et des améliorations technologiques. Donc ça veut dire qu'on est descendu d'un cran aussi. Et là, je rejoins aussi ce qu'a dit Laurent.
C'est-à-dire que les technos évoluent tellement rapidement qu'il faut être très, très, comment dire, agile pour pouvoir faire remonter nos empreintes environnementales vis-à-vis de ces évolutions technologiques. Oui, il est évident que les grilles d'ACV sont un peu particulières chez Naval Group avec des produits qui mettent parfois 10 ans à être construits, voire plus, comparé aux 40 ans d'exploitation. Une question qui est arrivée dans les questions sur le chat et dans les, sur la base, une question qui revient sur l'appétence des armateurs. Donc, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que c'est une vraie question par rapport à vos clients finaux? Est-ce que vos clients finaux ont une sensibilité à vos engagements ou à votre intérêt sur la CV? Est-ce que c'est vraiment une question qui demande client final, Monsieur Fauché? Oui, on peut voir, enfin aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, on a une évolution des clients hein, en termes générationnels et qui vont avoir, on va dire, un intérêt de plus en plus fort sur ce type de sujet, en effet. Ouais. Je vais avoir la même question pour Monsieur Picot. Oui, pardon. Ouais, d'accord. Est-ce que si vous n'y allez pas, vous pensez avoir un risque sur vos parts de marché ou des choses comme ça? Par exemple, c'était la question en fait. C'est pour moi toujours? Ouais, je vous en prie, oui. Non, je ne sais pas si c'était à Monsieur Picot, donc c'est pour ça. Oui, enfin voilà, je le fais très court. Oui, je pense que ça aura un impact, en effet. Ok, Monsieur Picot, je sais que vous héritez des demandes de vos clients plus que vous les poussez vous-même, mais est-ce que c'est quelque chose qui intervient chez vos clients, une demande sur vos compétences en ACV ou vos compétences en responsabilité, etc. Oui, tout à fait. On a chez nos clients, je pense que c'est, en fait, ils sont organisés un peu comme chez Beneteau et comme chez Naval Group, en fait, hein, ni plus ni moins. Donc, Madame Rousseau, alors j'ai compris qu'elle changeait de fonction, mais sa fonction actuelle est responsable éco-conception. Voilà, moi j'ai des interlocuteurs responsables éco-conception. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'étais en visioconférence avec une personne responsable de l'éco-conception chez Alstom qui s'intéressait à savoir, voilà, l'aluminium. Donc je lui ai refait un peu le pitch sur l'aluminium qui est très facilement recyclable à un coût. Voilà, c'est seulement 5% de l'énergie qu'il faudrait pour l'extraire de la nature. Donc du coup, on est dans les filières de transport, on est sur des 95, 96, 98% de taux de recyclage. Mon aluminium, je ne me pose même pas la question, il est issu de recyclage. Et mon produit, en fin de vie, il est entièrement recyclable. Et nous, on est sensibilisés, on revend nos déchets aussi, parce que nos déchets sont valorisables, etc. Donc c'est vraiment une préoccupation. Et je pense que pour aller au-delà de ça, c'est même on va sur des cahiers des charges où on aura, enfin vous savez comment ça marche, hein, des cahiers des charges sur un appel d'offres. On vous demande, vous avez une note sur l'aspect technique, vous avez une note sur l'aspect coût, et puis vous avez une note sur l'aspect éco-conception. Et donc, on sent que la tendance, avant c'était les clients, enfin mes clients n'étaient pas prêts à payer. Je disais, je suis 100% recyclable, il y a pas de souci, etc. Machin. Ils n'étaient pas prêts à le payer. Aujourd'hui, on sent que voilà, il y a une note dans la grille de notation qui fait que vous serez retenu comme fournisseur ou pas fournisseur. Il y a une partie sur l'éco-conception, donc les mentalités bougent, ça s'organise et il y a une vraie appétence. Je ne sais pas si elle est le client final, qui est l'usager lambda, mais certainement. Parce que sinon, voilà. Merci. Gaël Rousseau, dans vos métiers particuliers de Naval Group, est-ce que la marine, est-ce que les soutiens de la flotte, est-ce que vos clients ont une appétence à l'ACV? Alors, à l'ACV, peut-être pas l'ACV en tant que tel, mais par contre, ce que l'on voit quand même de façon récurrente et systématique, c'est le respect de la réglementation environnementale de l'OMI. Chose qui déjà n'était pas
systématique il y a quelques années de ça. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je suis à ce poste. Il y a 10 ans, la réglementation, c'était pas quelque chose forcément d'acquis pour le monde militaire, j'allais dire. Et puis, il y a une double position, si je puis dire. Il y a la position de nos clients, qui peut être différente hein, en fonction des prospects que l'on a. Je vous avoue que si on est des pays du nord de l'Europe, on est peut-être un peu plus vertueux que si l'on est un peu plus proche de la Méditerranée, malheureusement. Et puis, on a aussi réellement une volonté de Naval Group, de toute façon, d'être volontaire. C'est-à-dire que il y a encore 2 ans, j'étais dans une position où je justifiais de l'équipe éco-conception sur les programmes en disant il faut y aller parce qu'on en a parlé aussi, hein, il y a l'aspect sociétal, il y a l'aspect générationnel, il y a l'aspect réglementaire qui me semble important. Aujourd'hui, la position de notre PDG et de notre direction technique est de dire on fait de l'environnement, on fait de l'éco-conception et par contre vous justifiez pourquoi vous ne le faites pas. Donc, ce qui est quand même un changement radical de prise de position. Et ce qui fait que, effectivement, le fait de vouloir être vertueux vis-à-vis de l'environnement, toutes les méthodologies, qu'elles soient ACV ou autres, s'en sortent, comment dire, positionnées, j'allais dire, dans les équipes et dans nos processus de fabrication, de conception et autres, à un niveau qui aujourd'hui est tout à fait respectable. Merci Gaël. Une dernière question avant de prendre les questions du chat via Régis Guyon. Est-ce que une question à contresens, on va dire, est-ce que vous voyez des limites à la CV, limite à l'application et une limite dans vos activités, Monsieur Fouaché? Comme je l'ai dit, je pense qu'on a beaucoup, enfin, de façon très honnête, on a aussi, je pense, beaucoup moins d'expérience que Naval Group hein, dans tout ce qui est ACV. Donc peut-être que ma vision est très simpliste sur la problématique. J'ai aimé tout à l'heure le message de Mme Rousseau stipulant que ça permet de faire un état des lieux. Et je pense qu'en effet, avant de mener des actions, c'est important d'avoir un état des lieux. Donc aujourd'hui, nous, on en est là. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai point de départ. Donc un point de départ n'est pas limité en tant que tel, quoi. Non, ouais, tout à fait. Ok. Monsieur Picot, vous voyez des limites déjà ou des interrogations? Est-ce qu'il faut aller plus loin ou prendre juste la mesure de la CV telle qu'elle existe ou comment vous le voyez Question ouverte, difficile. Oui, c'est un peu ouvert. Je suis désolé. C'était pas une question préparée. J'avais promis d'avoir des questions préparées, mais celle-là, elle n'était pas. Non, je pense qu'il faudrait au contraire, en tout cas moi, vu de ma fenêtre et au moment T, je vois pas de limite. Au contraire, je pense que nous, par exemple, sur Alcyon, on devrait pousser encore le curseur plus loin parce qu'on l'a pas fait pour l'instant. On se focalise vraiment parce que c'est un avantage concurrentiel pour ce qu'on a à proposer à nos clients. Donc ça, ok, c'est naturel, ça fait partie de l'ADN, mais on devrait aussi un peu plus regarder le nombril et regarder nos process et voir si on peut. Mais je dirais, ça fait partie de notre ADN de toute façon. On cherche aussi à avoir des process respectueux. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, on est complètement en phase avec trier nos déchets, etc., parce que ça fait sens. Voilà, je sais pas trop comment. Très bien, merci. Je vais faire exprès de vous couper tous les trois, mais c'est pour garder un tout petit peu de temps pour les questions du chat. Régis, est-ce que tu as des questions sur le chat? Est-ce que Régis, tu es encore avec nous? Sinon, est-ce que Boris, tu peux voir les questions qui sont sur le chat, s'il y en a, pour nos 3 participants? Alors, déjà, je vous remercie tous les 3 d'avoir contribué à cette présentation. On va passer sur les questions du chat. Hein, si Boris, ça veut bien. Oui, si tu m'entends bien, Franck, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ouais.
Alors, il y en a une qui est arrivée en parallèle là, sur le chat pendant vos échanges, qui s'adresse pas forcément, alors je sais pas à qui elle peut s'adresser, mais avez-vous un exemple d'une utilisation de l'approche ACV qui a fait baisser concrètement les coûts et améliorer la performance économique? Alors, qui veut lever la main sur ce sujet-là? Qui veut répondre? Alors, Gaël, tu peux pas lever la main parce que je te vois pas, mais Je peux Ouais, puis en donner, plus, enfin, moi je veux bien répondre vite fait, mais c'est vrai que pour nous, Naval Group, comme je l'ai dit, c'était vraiment faire un état des lieux de l'empreinte environnementale de nos bateaux. On n'est pas rentré dans les aspects coûts, dans le sens où, après, enfin, forcément, on l'a vu aussi, hein, c'est que si on veut travailler sur la phase d'exploitation et diminuer l'empreinte liée à la consommation, forcément, ça a un coût qui va être déduit de fait, puisqu'on va moins consommer. Mais on n'a jamais, on n'a pas fait l'exercice, hormis, alors je dis une bêtise, c'était avant que je n'arrive, il y a 12 ans de ça, on a fait un éco-chip où en mettant en place effectivement la méthode d'ACV et en retravaillant sur l'architecture propulsive et le changement de carburant, on avait gagné du 20% sur la consommation globale. Donc sur 40 ans d'utilisation et environ 150 jours en mer, après il faut faire le calcul, c'était assez intéressant, quoi. moi je comprends bien qu'effectivement aujourd'hui, que ce soit chez Naval Group, chez Benetton et chez Action Performance, que la CV est au niveau du constat et la phase d'après, c'est l'amélioration. Est-ce que chez Benetton, vous avez déjà pour répondre à cette question, des choses qui en termes je vais pas d'impact? je vais pas avoir d'exemple très concret sur la partie produit en tête comme ça, mais sur la partie process, oui, on a des exemples très simples. On peut imaginer que entre des techniques de moulage contact, alors je donne des exemples pour que ça parle à tout le monde, mais entre du moulage contact versus l'utilisation de l'injection pour faire des pièces, on va avoir une amélioration drastique du coût de main d'œuvre associé, une réduction des COV. Alors certes, on va avoir un peu plus d'investissement sur la partie outillage, mais après, en fonction du nombre de pièces que vous avez à réaliser, enfin, vous pouvez très bien avoir une copie financière qui peut être agréable. Mais sur la partie procédé, en effet, on peut arriver sur des cas de figure où on a quelque chose d'assez concret et d'assez probant. Ok. Est-ce que tu as une autre question, Boris? Alors, une question qui était arrivée avant, qu'on peut peut-être adresser à messieurs Picot, c'est concernant l'utilisation de l'ACV et peut-être aussi pour vous, on pourrait l'étendre à l'aluminium sur d'autres applications maritimes, notamment des infrastructures offshore ou l'aquaculture, enfin d'autres pans de l'économie maritime que les navires. Est-ce que vous avez des exemples en tête ou des demandes? Alors, je suis désolé, j'ai pas bien saisi la question. Alors, si La en, question, oui, je t'en prie. pardon, la Si en question, dehors de la construction navale, est-ce que vous auriez des demandes ou des exemples déjà d'application d'ACV et de l'intérêt de l'aluminium, du matériau aluminium aussi, sur d'autres sujets maritimes qui pourraient être par exemple les énergies marines ou les infrastructures portuaires, etc. Oui, nous on avait travaillé sur de l'éolien. On pourrait imaginer que ça pourrait marcher sur de l'éolien offshore, j'imagine. Après, c'est non, non, je vois pas en tout cas pas dans des applications maritimes en dehors du naval, enfin en dehors de navires, quoi. Moi, je voudrais juste rebondir un peu sur la question d'avant, et puis peut-être que ça va répondre un peu à cette question-là aussi. Nous, en fait, c'est un peu à contre-courant de la question qu'a posée le spectateur, enfin, je sais pas comment on dit. le webinariste. Le webinariste. Merci, merci, monsieur. Je sais même pas si ça dit comme ça, mais enfin, allons-y. Techno, en fait, elle est plus chère, elle a des vertus parce que on économise par rapport à la raréfaction des matériaux dans la nature. On a plutôt tendance à en utiliser moins, donc ça va dans le bon sens. On fait des pièces plus légères, donc on consomme moins de carburant et on rejette moins de CO2. Mais notre techno a plutôt tendance à être plus cher que les technos qu'on va challenger.
Donc je prends un peu le contre-pied de ce qui était dit. Par contre, on sait que pour l'automobile, par exemple, eux, c'est surtout normatif. Ils vont éviter, en abaissant la masse de leur véhicule, donc ils vont soit rejeter moins de CO2, soit avoir une autonomie accrue pour des véhicules hybrides ou électriques. Eux vont avoir un retour sur investissement par rapport à notre techno. Et c'est à tel point qu'en fait, vous avez dans chaque métier, alors je ne connais pas trop bien le naval, on pourra répondre sur le sujet. Moi, j'ai un taux d'échange en fait. Enfin, à chaque fois que je fais gagner 1 kilo, ce kilo peut être rétribué quelques euros de plus pour l'automobile, parce que c'est de la très grande série, donc du coup, c'est 4-5 euros du kilo gagné. Dans le ferroviaire, je crois que c'est quelques dizaines d'euros. C'est pas encore trop arrivé jusqu'à eux, les problématiques. Dans l'aéro, on est à quelques centaines d'euros pour du neuf, quelques milliers pour du rétrofit. Et dans le spatial, on est à plusieurs milliers d'euros par kilo gagné. Juste pour aller dans le sens de Monsieur Picot, en ayant une vie antérieure chez un sous-traitant automobile, je confirme les dires, c'est-à-dire que vous êtes même, lors d'appel d'offres, vous êtes même pénalisé en fonction par exemple, de la masse du produit que vous fournissez. C'est-à-dire que cela impacte directement la compétitivité du prix que vous proposez. Le constructeur automobile considère que voilà, ça veut dire que votre valeur, la valeur globale de votre produit est plus chère que si vous étiez moins lourd. Donc oui. Et je pense qu'on a des perspectives même que ces 4-5 euros du kilo aujourd'hui sur l'automobile grimpent, puisque en fait le sens de l'histoire c'est de moins en moins de rejet de CO2 et en plus un véhicule électrique aujourd'hui pèse 40% de masse en plus du fait notamment des batteries embarquées. Donc on a, enfin voilà, en gros, je pense que vous l'aviez compris, notre business model il est vraiment basé sur ça, sur monnayer. Nous, moi, je dis à mes équipes, hein, plus on se creusera le ciboulot pour trouver du gain masse à nos clients, mieux on se portera. Ok. Boris, on a fait le tour des questions du chat. Ouais, je crois qu'on a fait le tour là et on est Je te très repasse bien la main pour la conclusion. Je voudrais remercier les 3 intervenants pour leur temps et leur proposition d'intervention. Et je te repasse la main pour la conclusion, Boris. Merci à vous. Merci. Oui, Merci. Merci beaucoup. C'est étendre effectivement les remerciements à tous les participants et un grand merci aussi aux intervenants. Un petit message avant de nous quitter, le prochain événement Polmer consistera en un webinaire qui décryptera les opportunités du plan de relance sous l'angle maritime. Donc les inscriptions viennent d'être ouvertes, c'est le 29 avril à 14h30, donc vous retrouverez le lien quand on vous enverra les supports de présentation. Donc encore une fois, merci à toutes et tous et j'espère que ce webinaire aura pu vous apporter un peu plus de hauteur sur l'enjeu de l'ACV pour la construction navale et nautique. Et je vous donne rendez-vous donc à nos prochains événements.